Aux abords des côtes françaises, Candide expose son projet: rejoindre Venise depuis Bordeaux. Nulle curiosité de sa part après un mois passé dans l'Eldorado, d'autant que les commentaires de Martin sur les Français sont sans appel. Candide veut atteindre l'Italie pour y attendre Cunégonde. Martin accepte de le suivre pour son argent. La fin du voyage est l'occasion de questions de Candide à Martin sur la pérennité du mal et sur la possibilité du bien. Son raisonnement s'affine. Il en est question en dernier lieu du libre arbitre. Le voyage en bateau de Martin et Candide entre Buenos Aires et Bordeaux est très intéressant. En effet, les deux hommes philosophent beaucoup. Ils parlent notamment d'un sujet qui revient fréquemment dans le livre, la question du mal sur la terre. En effet, Candide se demande si une fois les hommes ont été bons et non corrompus, rejoignant là l'idée de Rousseau que l'homme n'est bon, mais que la société le corrompt. Ainsi, cherchant à comprendre les origines du monde, Candide demande à Martin s'il est vrai qu'originairement la terre était recouverte par la mer et donc sans mal ni corruption. Mais Martin lui répond très clairement, je cite, « Je n'en crois rien du tout. » Martin affirme donc que le monde a été créé pour nous faire enrager, et qu'il est donc mauvais et le restera du début à la fin. Cela confirme une vision fictice d'un monde de la part de Voltaire qui considère que le mal hante le monde depuis les origines, et qu'il n'existerait pas un état parfait et harmonieux à l'origine. Voltaire, comme nombreux écrivains des Lumières, a utilisé la technique du regard étranger pour dénigrer son propre pays, plus précisément la ville de Paris qu'il connaît très bien. Et c'est à partir de quand Voltaire rentre de l'Angleterre qu'il s'aperçoit que la monarchie n'est pas une bonne idée et que la politique française n'est pas si bien que ça. Pour aboutir à cela, il utilise le personnage de Martin, un gros voyageur hollandais qui peut descendre la France sans mépris car il a connu beaucoup de peuples et connaît la différence entre peuples. Martin dit avoir visité plusieurs parties de la Provence et fait savoir à Candide que toutes Provences ne sont pas les mêmes. L'un, les habitants sont fous, l'autre bêtes, mais leur point commun est qu'ils veulent tous l'amour. La seconde de médire et la troisième de dire des sottises. Il dit aussi avoir vu Paris où il expliqua que c'est un chaos où tout le monde se marche dessus pour y trouver le plaisir, mais personne n'y trouve. Et pour éviter le censurement, Voltaire utilise donc Martin pour expliquer son raisonnement à Candide. Et implicitement, Voltaire utilise Martin pour se cacher derrière lui et éviter les attaques et les contraintes des autres écrivains. Candide et Martin se rendent finalement à Paris. Voltaire met en scène une satire de la vie parisienne en évoquant successivement l'absence de reconnaissance sociale dont souffrent les actrices, la cruauté des critiques, les jeux d'argent et la perfidie des conversations mondaines. Il cite d'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance. Tout au long du chapitre, Candide est trompé. Il part finalement pour Dieppe, puis Portsmouth, sans renoncer à rejoindre un jour Venise. Le Paris présenté est futile et superficiel, mondain et trompeur. Le jeu y occupe une place de choix, en relation avec une société des Lumières où les jeux d'argent, licites ou illicites, ont envahi l'espace urbain et gagné toutes les couches de la société. Les formes en sont variées, cabaret et billard, académie tolérée et tripot clandestin, bureau de loterie. Rien à voir avec le Paris populaire que mettra en scène la littérature du XIXe siècle. Voltaire fait une description de Paris où il explique son peuple. Il explique que les gens discutent autour d'un bar pour critiquer les problèmes de leur ville, la politique, etc. Parmi eux se trouve un abbé, un homme d'église censé relever ce peuple et essayer de parler sur des choses aboutissantes et plus intellectuelles que le peuple de Paris. Voltaire remarque que pour un peuple de la capitale, il aurait voulu que les discussions dans des bars volent plus haut pour un élite, entre guillemets, de la capitale, qui est Paris. Et donc l'abbé Périgurdin, l'homme d'église, d'après Voltaire, devrait parler d'autre chose que tous les autres hommes dans les bars. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et cet homme d'église n'en veut pas plus intellectuellement. Et donc en conclusion, Paris n'a pas le peuple qu'il mérite intellectuellement parlant. Nous avons vu, dans le chapitre 21, que Voltaire utilise Martin pour critiquer Paris. Mais Voltaire va utiliser plusieurs symboles cachés pour encore une fois critiquer la capitale française et la société en général. Tout d'abord, malgré que Voltaire croit en un être supérieur, il est souvent critique au sujet de l'Église.
comme par exemple à la page 90, où un homme d'église lui demande de l'argent afin d'accéder au paradis. Cette pratique était très répandue à cette époque, et elle est ici critiquée dans le passage. Car Candide refuse catégoriquement de payer le prêtre et finit même par le mettre dehors. Cette critique de l'Église continue encore à la page 101, où l'abbé Périgourdin profite de l'amour de Candide pour Cunégonde afin de le tromper et de lui souterrer de l'argent. Ce passage montre bien que Voltaire critique le fait que l'Église, à cette époque, profite de la naïveté des gens pour leur soutirer de l'argent. Ce passage permet aussi à Voltaire de critiquer la société parisienne par le biais du théâtre. En effet, il assiste avec Martin et l'abbé Périgourdin à une pièce de théâtre. Candide, ému par la pièce, se mit à pleurer, et un spectateur l'interpella en lui disant, page 91, je cite, « Vous avez grand tort de pleurer. Cette actrice est fort mauvaise. L'acteur qui joue avec elle est plus mauvais acteur encore. La pièce est encore plus mauvaise que les acteurs. On assiste ici tout d'abord à une accumulation qui nous montre bien la grande méchanceté de cette critique. Car ce spectateur n'est bon qu'à juger. Et on apprendra d'ailleurs plus tard, à la page 93, que ce fameux personnage est un mal vivant qui gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres. On comprend bien ici que Voltaire critique le manque d'esprit de la société parisienne qui n'est bonne qu'à critiquer et à dire du mal des autres. Ce passage montre encore une fois l'agacement qu'a Voltaire vis-à-vis de la société parisienne. Pour finir, en voyant la taille de ce chapitre 22, on peut se poser la question si Voltaire n'exagère pas, s'il ne fait pas durer la critique sur plusieurs pages. En effet, les avis sur ce chapitre sont mitigés. Certains spécialistes vont même jusqu'à dire qu'il est raté. Car Voltaire critique franchement la société parisienne, du fait qu'elle n'est bonne qu'à dire du mal et à critiquer. Mais de ce fait, il crée un paradoxe, car il critique lui aussi et se met en quelque sorte au même rang que les Parisiens. Mais Voltaire reste quand même Voltaire, et sa critique est intelligemment faite, car il utilise l'implicite pour faire comprendre au lecteur la stupidité de cette critique gratuite que font les habitants de Paris. Voltaire donc, malgré le fait qu'il juge ces sociétés parisiennes, le fait de manière subtile et sans choquer, ce qui le différencie beaucoup des Parisiens.